Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous allons démarrer ce webinaire sur la thématique des cantines, du soutien à la tarification sociale des cantines scolaires en milieu rural. Pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Kessie Jordier, je suis chargée de mission cohésion territoriale à Ville et Territoires Occitanie. Je vais peut-être vous demander, avant de parler davantage, si vous m'entendez bien. Je vous invite à me répondre dans le chat pour savoir si tout le monde m'entend bien. Super, merci, très bien. Alors, donc, Ville et Territoire, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de ressources politiques de la ville. Néanmoins, nous travaillons avec Monsieur Pélisson sur les enjeux de pauvreté en milieu rural, d'articulation entre la politique de la ville et le pacte des solidarités. Et de ce fait, nous organisons pour le compte du commissaire une série de webinaires sur des thématiques phares, on va dire, de la lutte contre la pauvreté. Donc, malheureusement, Monsieur Pélisson ne pourra pas se joindre physiquement à nous ce matin, étant donné qu'il a été pris sur un autre événement. Néanmoins, il a pris le soin de nous enregistrer une petite vidéo que je vais vous diffuser et qui va nous permettre d'ouvrir ce webinaire. Autre petit propos, vos micros et vos caméras sont normalement coupés. Le webinaire est enregistré afin que les personnes qui n'auront pas pu se libérer ce matin puissent le visionner également. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à lever la main si vous avez besoin d'intervenir oralement. On va procéder de la façon suivante. On va d'abord faire les interventions et ensuite vous permettre de poser vos questions afin d'être plus fluide dans les interventions. Donc voilà, je vais vous laisser avec la petite vidéo de Monsieur Éric Pélisson et bon visionnage. Bonjour mesdames et messieurs, et je suis Éric Pélisson, commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de région. Je suis placé auprès du préfet à Toulouse depuis janvier 2021, ça fait un peu plus de 4 ans. Alors, la lutte contre la pauvreté est organisée au niveau national par une délégation interministérielle placée auprès de Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et de l'Enfance. C'est une délégation interministérielle parce que le président de la République avait constaté à sa première élection en 2017 qu'en fait, la lutte contre la pauvreté pour les services de l'État restait organisée en tuyau d'orgue et qu'il fallait un ensemblier pour arriver à faire de la transversalité. À l'échelle nationale, délégation interministérielle, à l'échelle régionale, un commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès de chaque préfet de région. J'ai en charge la mise en œuvre du pacte des solidarités qui se subdivise en 4 axes. Le premier qui nous concerne aujourd'hui, c'est la lutte contre la reproduction sociale de la pauvreté chez les enfants. Le deuxième, c'est l'insertion en lien avec France Travail. Le troisième, l'accès aux droits. Et le quatrième, la transition écologique solidaire. Au titre du premier axe, les cantines à tarification sociale sont importantes. En milieu urbain, 85% des communes avaient déjà la tarification sociale dès avant la stratégie de lutte contre la pauvreté qui a démarré en 2018. En milieu rural, c'était l'inverse. 85% des communes n'avaient pas la tarification sociale des communes, des cantines. En fait, les personnes qui étaient en situation difficile venaient voir leur maire ou le président du CCAS ou du CEAS pour demander une aide sociale. Évidemment, ce n'est pas très pratique parce que ça nécessite beaucoup de travail administratif pour chaque dossier. Et donc, dès 2019, l'État souhaitait soutenir les communes rurales éligibles à la DSR, la dotation de solidarité rurale, à délibérer en faveur d'une tarification sociale des cantines. Et donc, en Occitanie, 1216 communes sont éligibles sur 4335 communes, c'est-à-dire en fait toutes les collectivités qui ont une cantine et une école. Et donc, nous avons à peu près 350 collectivités engagées, ce qui représente 834 communes au total. Pourquoi? Parce que les communes peuvent être engagées en tant que telles, elles peuvent être engagées par un RPI, donc un regroupement pédagogique intercommunal, ou un EPCI, c'est-à-dire une communauté de communes. Et donc, je voudrais saluer à la fois l'ensemble de plus de 100 personnes participantes aujourd'hui, inscrites. Je voudrais remercier Ville et Territoires qui a organisé ce webinaire et naturellement Johanna Bouéré qui s'exprimera dans un instant, qui est conseillère auprès de la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté. Je vous présente mes excuses de ne pas pouvoir être présent en personne à ce webinaire parce que je suis en même temps avec la Banque de France sur un exercice lié au microcrédit qui, vous le savez, permet aux personnes qui n'ont pas accès aux prêts bancaires de pouvoir soit créer leur entreprise, soit accéder à la mobilité en vue d'insertion professionnelle par l'acquisition d'un véhicule.
Et donc, malheureusement, les deux réunions avaient lieu en même temps. Et donc, je vous prie de m'excuser. Cette réunion va être donc co-animée par Kessie Jordier de Ville et Territoires, avec l'appui expert de Johanna Bouéré de la délégation interministérielle. Je vous souhaite donc de bons travaux. Ce webinaire, cette visioconférence sera évidemment enregistrée. Donc, merci aux personnes qui ne souhaitent pas apparaître de masquer évidemment leur caméra. Et elle sera diffusée sur LinkedIn de façon à ce qu'un maximum de collectivités puissent prendre connaissance des conditions d'accès à la cantine à tarification sociale d'une part, et que, évidemment, les collectivités qui ont déjà expérimenté cette mesure puissent voir quels ont été les échanges entre celles qui ont déjà participé. Je vous remercie et je vous souhaite de bons travaux. Donc voilà, petite vidéo introductive pour pallier à l'absence de Monsieur Pélisson. Donc, comme dit en introduction, effectivement, nous allons pouvoir laisser par la suite la parole à Madame Bouéré de la délégation interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté. Mais avant tout, pour vous donner un petit panorama de la séance de ce matin. Donc effectivement, le propos introductif de Monsieur Pélisson, la présentation du dispositif par Johanna. Nous avons pu réaliser un petit sondage en Occitanie. Nous avons adressé une enquête de satisfaction avec des éléments à la fois qualitatifs et quantitatifs à toutes les communes, collectivités et RPI qui adhèrent au dispositif. Nous vous présenterons, on a eu à peu près 10% de réponses sur l'ensemble des territoires concernés. On va vous présenter à cette occasion les premiers résultats de ce sondage et puis on conclura la séance sur des témoignages de collectivités qui ont mis en place ce dispositif. Donc voilà, je vous remercie d'avance pour votre attention et n'hésitez pas, comme je vous le disais en introduction, à poser vos questions dans le chat afin de ne pas déranger le déroulé de la présentation de Johanna. Donc voilà. Et puis avant de vous donner la parole, Johanna, quelques chiffres qui permettent de prendre la teneur du dispositif en Occitanie. Donc, avant 2021, on était à 40 communes et RPI adhérentes. Actuellement, nous sommes à 379 collectivités ou RPI ou EPCI adhérents en 2024, soit au total 834 communes, ce qui renvoie environ à 65% des communes éligibles qui sont actuellement adhérentes au dispositif. Donc, vous avez devant vous sur la diapositive le nombre d'élèves bénéficiaires du tarif plancher entre septembre et décembre 2024. Les montants ne sont pas complets car il manque encore certaines factures de ce que j'ai pu comprendre. Mais globalement, vous serez destinataire du support de présentation, donc vous pourrez regarder avec plus d'attention ces chiffres. Mais globalement, on est sur 18 146 élèves différents, bien entendu, bénéficiaires du tarif plancher pour un montant à rembourser sur ce dispositif de 2 524 000 euros. Donc voilà, contre 964 000 euros en 2023. Ce qui montre très clairement la montée en puissance du dispositif. Concrètement, en termes de chiffres, sur les rejets, c'est-à-dire les dossiers incomplets, non recevables, voire éligibles, il n'y avait que 34 collectivités qui étaient concernées, ce qui représente un faible nombre de collectivités sur l'ensemble des collectivités éligibles. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse la parole, Johanna. Vous pouvez normalement déplacer les diapositives, mais si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me le signaler. Merci beaucoup. Merci, Kessie. Bonjour à tous. Donc, voilà, Eric m'a introduit tout à l'heure dans sa petite vidéo. Donc, moi, je travaille au niveau national sur le pilotage de ce dispositif, donc, qui couvre toute la France métropolitaine. Et pour vous donner un point de comparaison au niveau national, donc par rapport aux chiffres que vient de donner Kessie, au niveau national, là, en fin d'année 2024, on était à un peu plus de 2700, donc pareil, communes ou EPCI ou RPI qui étaient inscrits. Et clairement, la région Occitanie fait partie des régions les mieux couvertes par ce dispositif.
Voilà, donc je vais vous représenter, donc Éric aussi, Éric Pélisson a donné quelques infos tout à l'heure dans sa vidéo, mais je voulais quand même revenir sur la genèse et ce qui avait motivé l'État à mettre en place ce dispositif. En fait, c'est un double constat. Donc, d'une part, les élèves des familles les plus modestes sont les moins nombreux à déjeuner à la cantine, 2 fois moins nombreux que les autres enfants. Et le deuxième constat, donc qui avait été tiré d'une étude, de 2017, si je ne me trompe pas, c'est le fait que, les communes, alors les petites communes, donc quand on parle de ça, on parle en dessous du seuil de 10 000 habitants, étaient bien moins nombreuses aussi à avoir mis en place une tarification sociale dans leurs cantines. Tandis que pour les villes de plus de 10 000 habitants, c'était 80% des villes qui l'avaient mise en place. Donc connaissant ce chiffre, l'importance aussi évidemment pour les enfants de déjeuner à la cantine, je vais y revenir juste après, et connaissant aussi en fait les marges de manœuvre financières des plus petites communes qui sont plus limitées pour mettre en place ce type de tarification sociale, il a été décidé donc de venir encourager les plus petites communes à mettre en place la tarification sociale pour les cantines. Et donc de venir subventionner pour chaque repas qui aura été facturé à un tarif social, donc en l'occurrence 1 € maximum, de venir verser donc une subvention pour chaque repas. Donc je vais y revenir après. Donc pour rappel sur l'éligibilité, monsieur Pilisson l'a cité aussi, donc c'est les communes qui sont éligibles à la DSR, dans sa fraction péréquation. Bon, en réalité, ça touche une très, très grande partie on est sur quasiment 34 000 communes qui sont concernées en France. Donc vous voyez que beaucoup de communes sont éligibles. Alors évidemment, toutes n'ont pas une école dans leur commune, mais dans ces cas-là, comme on l'a dit à plusieurs fois, soit c'est au niveau de l'EPCI, soit c'est au niveau d'un RPI. On a voulu aussi insister sur les avantages en fait que représente ce dispositif, d'une part pour les collectivités. Monsieur Pélisson l'a évoqué aussi dans son introduction, les familles qui étaient en difficulté et qui pouvaient venir voir soit le maire ou le CCAS, parce qu'elles étaient en difficulté pour payer les factures de cantine. Évidemment, ce dispositif a vocation à réduire nettement les impayés. Je serais intéressée de savoir si les collectivités qui vont témoigner tout à l'heure de leur expérience ont pu constater cela. En tout cas, c'était un des objectifs et dans un sondage qu'on avait fait en 2021, donc il y avait encore assez peu de communes qui étaient inscrites, mais un certain nombre de communes avaient pu témoigner qu'effectivement les impayés de factures de cantine avaient diminué. Et puis l'autre objectif, et avantage, évidemment, là, on se place plutôt sur l'intérêt de l'enfant, qui, d'une part, donc déjeune à la cantine et donc bénéficie d'un repas équilibré puisque, voilà, les restaurations scolaires, proposent, systématiquement des repas, chauds et équilibrés, et permettent d'améliorer, les conditions pour, un meilleur apprentissage dans l'après-midi. Donc ce qui permet donc du point de vue de la collectivité d'inclure davantage tous les élèves, pour une meilleure égalité des chances, en termes d'apprentissage. Et puis, ça fait le lien donc évidemment côté famille, évidemment aussi que l'intérêt pour l'enfant, d'avoir un repas équilibré, au moins au déjeuner et de pouvoir être dans de bonnes conditions pour apprendre, est évidemment très important. Et puis, évidemment, pour les familles, c'est le pendant du sujet des impayés. C'est une augmentation du pouvoir d'achat ou clairement une réduction du coût de la cantine pour le ou les enfants qui sont inscrits. Donc voilà, je disais tout à l'heure que le principe, c'était qu'une subvention était versée pour chaque repas que la commune. Je vais parler de commune pour aller plus vite à chaque fois, mais donc on est bien d'accord que c'est soit EPCI, soit RPI si c'est eux qui sont inscrits dans le dispositif. Donc le principe, c'est qu'à chaque fois que la commune va facturer un repas à 1 € maximum, l'État va verser 3 €. Donc ça, c'est vraiment pour chaque repas. Donc ça, c'était jusqu'à la fin de l'année 2023. Il n'y avait qu'un seul montant de subvention, donc c'était 3 €. Et depuis le 1er janvier 2024, on a ajouté alors on l'appelle le bonus Egalim, donc il est optionnel. C'est 1 € supplémentaire qui est versé, donc on arrive à 4 € qui peut être versé pour chaque repas, à 1 €, qui est facturé à 1 €. Le bonus Egalim, il est versé à partir du moment où la commune s'engage à respecter les critères de la loi Egalim, et j'y reviendrai juste après.
Je précise aussi que quand je parle de cantine scolaire, on est vraiment uniquement sur le temps scolaire et pas sur le temps périscolaire. Donc tout ce qui est mercredi éventuellement ou centre de loisirs, vacances scolaires, à ce moment-là, les repas ne sont pas éligibles. Donc ça, c'est à prendre en compte, également dans le calcul que vous ferez pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés. Voilà, j'ai aussi inscrit le chiffre, là aussi pour vous donner une idée, le pendant du chiffre au niveau Occitanie que vous avez vu tout à l'heure. Sur toute l'année 2024, on est à 63 millions d'euros qui ont été remboursés aux collectivités. Donc voilà, c'est quand même une mesure qui est loin d'être négligeable en termes de finances publiques, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis l'année 2025 va être encore plus élevée puisqu'on espère que de nouvelles communes vont s'inscrire dans le dispositif. Donc voilà, c'est un engagement de l'État assez fort, au moins, et je le précise parce que j'aurai peut-être la question, à minima jusqu'à la fin de l'année 2027, puisque c'est le temps du pacte des solidarités, donc 2023-2027. Là, je vais pas tout détailler, mais c'était pour vous faire un petit schéma de l'intérêt, mais je pense que vous l'avez déjà deviné, donc de cette subvention pour les finances publiques de la collectivité. Sur le petit diagramme, là, dans la première colonne de gauche, vous voyez donc un exemple où le repas est facturé à 3 € à toutes les familles. Et partant, pardon, j'ai oublié de préciser du principe que le coût du repas pour la commune est de 7,50 €. On a pris un prix un peu moyen. Si vous facturez donc le 3 € à chaque famille, le coût restant à charge de la commune est donc de 4,50 €. Dans l'optique où vous êtes sur les mêmes montants de coût de revient, mais qu'au lieu de facturer à 3 €, vous facturez à 1 € à une partie des familles, l'État va vous verser 3 €. Donc en fait, votre coût le reste à charge pour la commune va baisser, en tout cas pour les repas qui vont être facturés à 1 €. Voilà, le principe. Et encore après, donc voilà, je vais vous expliquer en quelques mots comment faire une grille de tarification. Enfin, comment? Alors, peut-être que dans vos collectivités, il y a déjà des tarifications sociales pour d'autres services. Alors, il y a 2 cas. Soit vous avez déjà effectivement une grille de tarification sociale pour la cantine, et dans ces cas-là, évidemment, vous êtes éligible, hein. On ne prend pas que les nouvelles communes qui mettent en place une tarification. Donc dans ces cas-là, il va falloir pardon, qu'on vérifie qu'elle est conforme à notre cahier des charges, si je puis dire, lequel est finalement assez simple. Il y a 2 exigences. La première, c'est qu'il y ait 3 tranches tarifaires à minima. Vous pouvez en faire beaucoup plus, mais c'est 3 minimum. Et la deuxième condition très importante, c'est que le bénéfice du tarif à 1 € maximum, donc celui qu'on va venir subventionner, soit réservé aux familles qui ont un quotient familial de 1 000 € maximum. Donc voilà, ça, c'est nos 2 conditions. Si votre grille tarifaire est déjà correspond à ça, donc c'est parfait. Vous pouvez tout de suite vous demander à vous inscrire dans le dispositif. Je vais vous expliquer après comment on fait. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez alors deux sous-cas, soit vous n'avez pas du tout de tarification sociale, et ben dans ces cas-là, si vous êtes décidé à rentrer dans le dispositif, il va falloir prendre une délibération pour l'instituer, en respectant donc les 2 critères que je viens de vous expliquer. Et si vous avez une grille tarifaire qui existe, mais qui ne correspond pas à cette double exigence, il va falloir reprendre une délibération pour la modifier. Voilà, donc ça, c'est le principe, c'est le principe vraiment clé, puisque l'ASP va vérifier, quand vous allez envoyer votre dossier, elle va, vérifier que donc, vous êtes éligible en termes de DSR péréquation, 2, que la tarification sociale est conforme. C'est les deux choses essentielles qu'elle va vérifier. Donc, autant envoyer tout de suite un dossier conforme. J'ai mis là, voilà, quelques exemples de grilles tarifaires conformes et au contraire non conformes. Je vous laisserai les regarder, juste pour vous préciser qu'effectivement, vous pouvez évidemment décider que les familles donc, que nous, on considère comme modestes, donc c'est-à-dire ayant un quotient familial de 1 000 € max, vous pouvez évidemment facturer moins que 1 €. C'est bien 1 € maximum. Là, vous voyez dans l'exemple sur la gauche, il y a des familles qui peuvent se faire facturer un repas à 70 centimes. Voilà, donc vous pouvez aussi faire des grilles un peu plus élaborées, comme on voit sur la droite, avec des montants différents selon le nombre d'enfants. Voilà, là-dessus, nous, on ne met aucune autre exigence que les 2 que je vous ai citées.
Un élément important, voilà, justement, au sujet de la tarification sociale et en tout cas, de la mise en place de la tarification sociale pour les communes qui n'ont pas encore de tarification sociale. Ce qui va être important, c'est que vous puissiez estimer le coût pour la collectivité de mettre en place cette tarification et en fait d'estimer le nombre de familles qui vont être éligibles. Donc pour ça, il y a un outil très utile qui a été refondé là très récemment par la CNAF, qui vous permet, avec le lien vers le site internet que j'indique, la data.caf.fr, de regarder pour votre commune ou votre collectivité la répartition des ménages selon une grille de quotient familial. Donc, ça va vous permettre de très rapidement savoir combien de ménages sont potentiellement éligibles à la tarification sociale en prenant ce plafond de 2 000 € et vous allez pouvoir moduler comme ça votre grille tarifaire. Donc ça, c'est au niveau macro pour vous, pour savoir au moment de réfléchir à la mise en place de cette tarification. Ensuite, dans l'hypothèse où vous êtes rentré dans le dispositif, il va donc falloir qu'à minima, une fois par an, vous demandiez aux familles de vous envoyer un justificatif pour savoir si elles sont éligibles. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution, certaines communes font ça de manière assez simple et un peu artisanale en demandant aux familles de déposer leur attestation CAF à la mairie ou d'envoyer ça par mail. Tout ça fonctionne. Vous avez une autre solution pour ceux d'entre vous qui ont un logiciel de gestion alors, je n'ai pas retenu les noms, mais un certain nombre de logiciels de gestion assez classiques peuvent être interconnectés avec une base de données de la CAF, de la CNAF et de la MSA également. Donc ça, vous savez, on appelle ça un API. Donc ça permet d'interconnecter ces deux bases de données et très rapidement et de manière automatique, vous allez pouvoir savoir que telle famille est éligible ou pas. Une autre façon de faire, c'est de s'inscrire en tout cas de demander à la CAF de votre département d'avoir accès au service CDAP, donc qui est l'acronyme pour consultation des dossiers allocataires par les partenaires. C'est-à-dire que pour chaque famille, vous allez rentrer dans un logiciel, taper son nom ou son numéro d'allocataire et pouvoir obtenir l'information. On a vérifié auprès de la CNAF, en tant que commune qui met en place le service de tarification sociale scolaire pour la cantine, vous avez bien le droit d'accéder à ce service. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire ça ménage par ménage. Donc, selon le nombre d'élèves inscrits dans votre cantine, ça peut être plus ou moins fastidieux, plus ou moins réaliste. Une troisième possibilité qui existe et qui est assez nouvelle, qu'a mis en place la direction numérique du gouvernement, c'est une interface qui permet de consulter le quotient familial de la famille, mais il faut au préalable que la famille ait elle-même rentré ses informations, donc mis sa carte d'identité, son adresse, je crois, et puis son numéro d'allocataire CAF. Et en fait, en faisant ça, elle donne l'autorisation aux partenaires habilités de consulter les informations sur le quotient familial. Donc ça, voilà, c'est assez nouveau, mais un certain nombre de collectivités l'utilisent déjà. Et mis à part cette étape qu'il faut que le ménage fasse lui-même, ensuite, ça facilite les démarches. Voilà les infos principales sur la manière dont vous allez pouvoir connaître le quotient familial des familles. On peut passer à la suite. Donc voilà, comment concrètement maintenant on rejoint le dispositif. Alors, de manière, il y a comment dire, un document. En fait, vous allez contractualiser le fait de bénéficier de ce dispositif. Vous allez donc signer une convention qui est triennale et qui vous engage avec l'ASP. Alors l'ASP, donc c'est l'Agence des services de paiement, qui est un opérateur de l'État. Peut-être vous le connaissez parce que c'est une agence qui gère beaucoup de dispositifs de subventions pour les collectivités, mais surtout pour les particuliers, les citoyens. Par exemple, les anciennes primes à la conversion, quand on changeait de voiture, ça passait par l'ASP. Ou les entreprises aussi. Donc c'est un opérateur qui est rodé aux échanges avec les usagers et au remboursement. Donc nous, on a confié la gestion financière du dispositif à l'ASP. Donc vous allez conventionner avec l'ASP.
Le principe, c'est qu'il faut aller voir sur le site internet de l'ASP, donc je vous ai mis le lien. Il y a une rubrique documents utiles et l'essentiel, donc ça va être de télécharger la convention, donc la convention type, le modèle type que vous allez remplir pour votre collectivité, que vous allez signer et que vous allez renvoyer à l'ASP. Donc, je vais vous expliquer comment. Vous allez renvoyer cette convention accompagnée de la délibération qui met en place ou qui a mis en place déjà depuis quelques années la tarification sociale. Puisque, comme je vous le disais, ce sont les deux, ça va être les deux éléments importants que l'ASP va vérifier, votre éligibilité au dispositif et la conformité de votre grille tarifaire. Donc, c'est les deux éléments principaux pour rentrer dans le dispositif. Si vous souhaitez bénéficier du bonus Egalim, je vais y revenir un petit peu plus tard, il faudra aussi remplir un troisième document qu'on appelle l'avenant Egalim, que vous allez joindre aussi au moment où vous vous inscrivez dans le dispositif. Tout ce que je vous dis sur l'envoi des documents se fait sur une plateforme dématérialisée, donc qui est aussi gérée par l'ASP, qui s'appelle PUMA, donc c'est le portail usager multi-aide. Vous allez directement, vous pouvez alors évidemment vous avez le lien depuis la page de l'ASP, vous pouvez aussi aller directement sur la page PUMA et trouver la bonne subvention. Et donc, vous allez passer par là. Il va falloir vous créer un compte sur cette plateforme PUMA qui va vous servir pour vous inscrire et puis ensuite pour toutes les demandes de remboursement. Donc ça, c'est la première étape pour vraiment s'inscrire au dispositif. Vous êtes inscrit dans le dispositif à partir du moment où l'ASP vous a renvoyé la convention qu'elle a elle-même signée. Ça veut dire qu'elle a vérifié que vous étiez éligible et que donc, à partir du moment où elle signe, vous rentrez dans le dispositif. On peut passer à la suite où je vais expliquer comment on demande le remboursement des repas donc, qui ont été servis. Ça se fait pas au fil de l'eau tous les mois, c'est tous les 4 mois. Ça a été décidé comme ça, donc tous les quadrimestres qui sont fixés à l'avance, donc de janvier à avril, etc. Donc, par exemple, là, typiquement, on est le 30 avril, c'est la fin du premier quadrimestre. Si vous étiez dans le dispositif, à partir de vendredi 2 mai, vous allez pouvoir demander le remboursement de tous les repas que vous avez servis entre janvier et avril 2025. Ça, c'est la première étape, enfin, premier élément d'information. Deuxième élément d'information, vous avez un délai de 6 mois pour le faire. Donc là, vous avez en définitive jusqu'à fin octobre pour demander le remboursement des repas de janvier à avril, pardon. Donc là, typiquement, l'ASP, pour vous donner un exemple, est encore en train de traiter des remboursements de septembre-décembre 2024. C'est pour ça que Kessie disait tout à l'heure que tous les chiffres ne sont pas complètement à jour parce qu'il y a encore des remboursements qui arrivent pour la fin de l'année 2024. Donc ça, c'est le principe des délais. L'autre principe, donc vous allez remplir un formulaire en ligne où vous allez indiquer un certain nombre de choses. Évidemment, l'élément principal, ça va être le nombre de repas que vous avez servis à 1 euro ou moins. Et partant, et en allant avec le nombre d'élèves qui ont bénéficié de ce tarif. On vous demande aussi pour nos statistiques d'indiquer combien d'élèves sont inscrits à l'école et également combien d'élèves sont inscrits à la cantine, tout tarif confondu. Nous, ça nous permet de mesurer ensuite donc, la proportion d'élèves qui déjeunent à la cantine et son évolution. Donc tout ça se fait également en ligne et une fois que vous avez déposé ça, l'ASP va instruire votre demande et vous rembourser en général sous 15 jours. Elle a un rythme de paiement tous les 15 jours. Modulo en début d'année, comme vous savez, c'est des crédits publics qui peuvent mettre un peu de temps à être versés. En tout début d'année, des fois, c'est un petit peu plus long, mais en gestion normale, c'est tous les 15 jours. Voilà, vous pouvez avancer. Je pense que je vais avancer. Voilà, donc bon, ça, c'est le récapitulatif sur lequel vous pourrez vous appuyer s'il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait claires ou sur lesquelles je suis passée rapidement. Il y a un élément que je n'ai pas précisé quand même au niveau de l'éligibilité des EPCI ou des RPI, comme vous pouvez avoir dans un EPCI des communes qui ne sont pas éligibles à la DSR péréquation, en général la ville-centre. L'ASP va vérifier qu'au moins 2/3 des habitants du regroupement ou de l'EPCI résident dans une ville qui est éligible à la DSR péréquation. Voilà, nous, ça nous permet de vérifier que les 2/3, donc la grande majorité des élèves concernés résident dans des communes qui étaient
si elle candidatait toute seule, était éligible. Donc voilà, c'était juste une précision. Sur le reste, je pense que je vous ai tout dit. Donc on peut passer au bonus Egalim. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le principe, c'est que la collectivité s'engage à respecter les critères de la loi Egalim. Alors, vous la connaissez peut-être, enfin, vous connaissez peut-être tous ces critères, donc il y en a un certain nombre, mais nous, on demande à ce que il y a un seul critère en fait qui doit être respecté, enfin, avec un sous-critère, on va dire, c'est que le taux de 50% des produits qui sont utilisés pour cuisiner les repas soient des produits durables et de qualité. Donc, vous savez, c'est sous label, des produits locaux, etc., dont 20% de bio. Donc, c'est ce double objectif, 50% de produits de qualité et durables et dont 20% de bio. On va vérifier. Donc voilà, je précise également que c'est de toute façon une obligation et que ce n'est pas, on ne vient pas ajouter une obligation là dans le cadre de ce dispositif. C'est déjà une obligation pour les cantines, toutes cantines évidemment, hein, pas que les cantines scolaires, hein, les cantines privées également doivent respecter cet objectif dans le cadre de la loi. Dans le cadre, par contre, de notre dispositif, ce qui a été acté avec le ministère de l'Agriculture qui pilote cette loi et ses déclinaisons, c'est que pour la première année où vous vous engagez, donc là, par exemple, voilà, on est en 2025, vous rejoignez le dispositif, vous pensez être en mesure de respecter les critères de la loi Egalim, donc vous pouvez dès maintenant demander à bénéficier du bonus. Ce que l'ASP va vérifier, alors elle ne va pas tout de suite vérifier l'atteinte du fameux objectif chiffré. On a fait des objectifs, enfin des obligations progressives. La première année, l'ASP va vérifier que vous avez juste inscrit votre cantine sur une plateforme que peut-être vous connaissez déjà si vous l'avez fait, qui est donc la plateforme où toutes les cantines du pays doivent s'inscrire. Ça aussi, c'est une obligation. Donc, je vous l'ai mis dans la diapositive. C'est macantine.agriculture.gouv.fr. Donc, vous le faites une seule fois pour toutes les cantines de votre territoire si vous êtes, par exemple, un EPCI ou une commune qui a plusieurs cantines. Donc ça, la première année, c'est la seule chose que l'ASP va vérifier. La deuxième année, si vous souhaitez continuer à bénéficier du bonus Egalim, l'ASP va vérifier que vous avez télédéclaré les données d'achat. Donc ça aussi, c'est une obligation pour tous les gestionnaires de cantines. En général, c'est sur une période entre février et fin mars de chaque année. C'est une période fixe. C'est pas possible de le faire toute l'année. Tous les gestionnaires de cantines doivent venir de télédéclarer donc les données d'achat, donc le tonnage de tel produit, etc. Mais par contre, donc ça, pour la deuxième année, c'est une obligation. Par contre, l'ASP ne regarde pas si vous avez atteint les 50% de produits durables et de qualité. Cet objectif, ce chiffre, il va être regardé uniquement la troisième année, où là, ce sera le moment pour l'ASP de vérifier que votre engagement pris 3 ans auparavant s'est réalisé et que vous arrivez bien à inclure 50% des produits utilisés pour cuisiner les repas qui soient de qualité et durables. Donc voilà comment se passe la progressivité de votre engagement. Voilà, et pour info aussi, juste avant de passer à la fin, on a aussi acté que si jamais vous n'arriviez pas, par exemple, vous avez inscrit votre cantine sur la plateforme, vous avez bien déclaré les données, et la troisième année, pour raison X ou Y, vous n'avez pas réussi à atteindre l'objectif de 50%, on ne viendra pas vous demander de nous rembourser le bénéfice de l'euro supplémentaire qui vous aura été versé toute l'année précédente. Donc voilà, vous pouvez, on vous demande quand même de prendre la mesure de l'engagement, mais vous ne risquez pas de titre de recette pour venir rembourser parce que vous n'auriez pas réussi à atteindre l'objectif. Voilà, donc je vous ai mis sur cette diapositive les liens les plus importants. Donc le plus important, c'est le site de l'ASP. Vous avez toutes les informations. Vous avez une FAQ, un petit dépliant du dispositif si tant est que ça vous soit utile pour diffuser
au sein de votre collectivité. Évidemment, donc la fameuse convention dont je vous ai parlé, qui est le document socle pour rentrer dans le dispositif. Le lien vers la plateforme en ligne qui va vous servir pour vous inscrire. Vous avez aussi donc la plateforme, le lien vers la plateforme, donc pour ceux qui souhaitent bénéficier du bonus Egalim, mais je vous encourage de toute façon à inscrire votre cantine de toute façon puisque c'est une obligation. Et le 4e lien, c'est un lien vers un article qu'on a publié sur le site du ministère, mais qui reprend dans les grandes lignes ce que je vous ai présenté ce matin. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Johanna. Donc, voilà, tout à fait. On va prendre les questions. Donc, on va les prendre dans l'ordre dans lequel elles ont été posées dans le chat. Donc, l'une des premières questions était de pouvoir définir ce qu'est la DSR. Donc, il s'agit de la dotation de solidarité rurale. Voilà. Tout à fait. Juste pour précision, Kessie, j'en profite sur donc c'est la dotation en fait que l'État verse aux collectivités chaque année. Donc certains sont éligibles à cette dotation. La liste des collectivités qui perçoivent cette dotation est également sur le site là ce qu'on voit à l'image là dans la c'est d'ailleurs le premier item des documents utiles, la liste des communes éligibles à la DSR. Voilà, si vous avez un doute sur est-ce que votre commune en bénéficie, vous pouvez aller vérifier sur ce document qui est une base Excel qui est tirée du ministère qui gère toutes les dotations des collectivités locales. Merci beaucoup. Alors, la question suivante est, une commune inscrite dans le dispositif et qui livre les repas à une autre commune voisine ayant une école, cette commune voisine peut-elle s'inscrire dans le dispositif? Alors, le point principal, ça va être de savoir si la commune voisine a une tarification sociale ou pas. Et parce que je pense qu'il va y avoir plusieurs questions sur qui fait les repas. Ça, nous, on ne regarde pas qui fait les repas. C'est pas, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de limite, enfin, il n'y a pas de, le bon mot m'échappe. Il n'y a pas de limite sur qui fait les repas. Ça peut être un prestataire privé classique de restauration. Ça peut être le restaurant de la commune d'à côté. Même les enfants peuvent aller déjeuner, je ne sais pas, par exemple dans le collège de la ville d'à côté, dans l'EHPAD, que sais-je. On a eu plusieurs scénarios de cette manière. Ça n'a pas d'impact sur le dispositif. Là, vraiment, ce que nous, on souhaite, c'est que la commune s'engage dans la tarification sociale. C'est ça le cœur du sujet. C'est que les enfants dont les familles avaient, par exemple, retiré les enfants de la cantine ou ne les avaient pas inscrits parce que c'était trop cher, l'objectif, c'est que ces enfants viennent à la cantine. Qui fabrique les repas ou déjeune les enfants? Ça, nous, on ne rentre pas dans le détail et il n'y aura pas de limite là-dessus. Merci. Alors, une autre question est, si il y a école le mercredi matin, est-ce éligible? Il me semble que vous avez répondu un peu plus tôt. Oui, alors la réponse est non. Ce ne sera pas éligible puisque le temps scolaire s'arrête le mercredi à la fin de je sais pas, 11h, 11h30, midi, selon les villes. Donc juste après, ça devient du temps périscolaire. Enfin, en tout cas, nous, on le considère comme ça. Donc le mercredi midi, même s'il y a école le mercredi matin, n'est pas éligible. Merci. Alors, question de Aguilar, qui lève la main d'ailleurs, je vais peut-être lui laisser la parole, mais est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs supérieurs à 1 euro? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Je ne suis pas sûre. Je ne la vois plus. Je vais vous activer votre micro pour que vous puissiez poser votre question directement. Oui, je voulais savoir si on pouvait, dans les QF, vous avez marqué comme quoi il en faut au moins un inférieur à 1000. Et est-ce qu'on peut en mettre plusieurs supérieurs à 1000? Oui, bien sûr. Peut-être que si vous pouvez revenir sur la diapo où il y avait des exemples de tarification, je ne sais plus trop quelle chaîne. Voilà, celle-là. Était-ce celle-là? Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Par exemple, là, dans l'exemple de gauche, là où il y a 8 tranches, vous voyez qu'en fait, c'est un bon exemple parce qu'il y a à peu près, attendez,
Bah non, c'est un mauvais exemple. Je m'aperçois qu'on a mis un très mauvais exemple, puisqu'il n'y a pas le seuil de 1000. Il va falloir que je corrige ça. Mais en tout cas, oui, enfin la réponse est oui, vous pouvez, donc effectivement, comme vous le dites, il faut au moins qu'il y ait une tranche éligible au tarif à 1 € qui doit être au maximum avec un QF de 1000 et ensuite vous pouvez en mettre 3, 4, 5 sans limite. Voilà. Question suivante. En pratique, la vérification des coefficients familiales doit se faire à quelle fréquence? Est-ce que c'est tous les mois? Non, c'est une fois par an minimum. Pour nous, c'est l'engagement. Certaines collectivités le demandent par trimestre, mais bon, si c'est à vous de voir. Sachez, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est aussi une charge selon la façon dont vous allez récupérer les QF, c'est plus ou moins automatique. Donc, si c'est automatique, effectivement, vous pouvez le faire tous les mois. Néanmoins, nous, on considère que comment dire, sauf si vraiment tout à coup il y a une grosse augmentation de revenus de la famille, mais si voilà, si juste elle dépasse un mois ou deux le seuil des 1000 € parce qu'il y a eu, je sais pas, un revenu exceptionnel, voilà, nous on considère il faut que la famille bénéficie, comment dire, garde le bénéfice du tarif social aussi longtemps que possible et je pense que ça permettra aussi à la famille d'être rassurée d'inscrire son enfant à la cantine en se disant que, bah, pour toute l'année, ça va lui coûter 1 € ou moins, plutôt que d'être, peut-être inquiète à l'idée que, dans tous les mois, le tarif, va changer. Nous, c'est notre positionnement. Après, on vous laisse, décider la manière dont vous faites, la vérification. Mais c'est au moins une fois par an. En général, les communes font ça à la rentrée scolaire, quoi, tout simplement, en septembre. Voilà. Question suivante. Il me semble qu'on y a répondu un peu plus tôt, mais je vais la poser tout de même. Peut-on bénéficier du bonus Egalim si les repas sont livrés par un collège, département, qui fabrique et livre les repas aux écoles de la commune? Oui, alors effectivement, la réponse est la même. Donc, oui, vous pouvez bénéficier, donc bénéficier du dispositif et 2, du bonus Egalim. Par contre, comme je vous ai indiqué qu'il allait falloir, que l'ASP va vérifier donc un certain nombre de choses, je vous l'ai dit, il faut que vous vous mettiez d'accord avec le gestionnaire celui qui fabrique les repas, donc en l'occurrence peut-être le collège, alors peut-être inscrire votre cantine sur la plateforme, ça relève plutôt de la commune. Mais par contre, après, pour télédéclarer les données, il va falloir que vous vous mettiez d'accord. Est-ce qu'il vous envoie les données d'achat et c'est vous qui les remplissez ou est-ce que vous lui laissez la main pour le faire sur la plateforme? Parce que ça, c'est des choses qui sont prévues. La commune peut déléguer la charge de déclarer les données à son prestataire, qu'il soit public ou privé. Mais ça, il faut effectivement en parler et pour que au moment où le moment de la déclaration vienne, vous ne vous retrouviez pas dans l'incapacité de donner, de télédéclarer les données parce que vous ne les avez pas, parce que c'est le collège qui les a et qu'il n'a jamais été prévu qu'il vous les donne. Donc ça, c'est effectivement à réfléchir, à discuter en amont avec celui qui fournit les repas. Ok. Donc, les 2 questions suivantes portent également sur la livraison de repas. Donc, c'était si on passe par un prestataire de service ou si on achète les repas dans une cuisine centrale pour les servir à la cantine scolaire. Donc là, on y a répondu plus tôt, donc je ne vais pas m'y attarder plus. Voilà. Donc, je poursuis. Alors, une autre question. Bonjour, pourquoi ne pas intégrer les temps extrascolaires? Les avantages pour les familles sont les mêmes. Oui, effectivement. Alors, il y a, nous, notre préoccupation première, donc vous l'avez compris, c'était vraiment le temps scolaire dans le sens où voilà, tous les enfants vont à l'école, alors que tous les enfants ne vont pas au périscolaire. Il y a un enjeu d'apprentissage, comme je vous l'ai dit aussi au début, d'être dans des bonnes conditions pour apprendre. Donc, c'était vraiment ça notre priorité. Et évidemment que si on avait un budget suffisant, on pourrait inclure le périscolaire, puisque je suis d'accord avec vous que le bénéfice pour les enfants reste important, et pour les familles, évidemment. Néanmoins, voilà,
Comme je vous l'ai dit aussi, hein, c'est un budget qui est non négligeable, hein, pour le budget des solidarités. Donc, en l'état, et puis voilà, je pense que vous connaissez par cœur les contraintes budgétaires que nous rencontrons tous. En l'état actuel, voilà, on a voulu prioriser sur le temps scolaire, faute de budget suffisant pour l'ouvrir sur le périscolaire. Merci. Alors, pour s'inscrire dans le dispositif loi Egalim, pouvons-nous faire un avenant lorsque nous avons déjà une convention cantine à 1 euro? À quel moment prend-il effet? Est-ce sur l'année scolaire? Alors oui, effectivement, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Même si vous êtes déjà dans le dispositif, vous pouvez à tout moment choisir de demander à bénéficier du bonus Egalim. Il n'y a pas de moment clé. Vous pouvez l'envoyer n'importe quand. L'ASP donc va recevoir l'avenant, va donc vérifier que vous avez inscrit votre cantine sur la plateforme, et à partir du moment où elle va signer l'avenant, vous le renvoyez, et donc à partir de cette date, vous pourrez commencer à bénéficier du bonus Egalim. Donc ça peut être à peu près n'importe quand. Peut-être il faudrait quand même vérifier s'il n'y a pas au moins que ce soit au début de chaque mois, parce que sinon en gestion c'est un petit peu compliqué de savoir qu'à partir, je sais pas, du 15 avril vous en bénéficiez. Donc je réserve ma réponse complète sur le timing du moment où ça démarre en fait. Mais par contre vous pouvez envoyer votre avenant à n'importe quel moment de l'année, et je vous préciserai. Vous préciserez ça. De toute façon, je pense que c'est écrit en fait dans l'avenant. Voilà, je vais peut-être essayer de regarder en même temps. Comme ça, je vous répondrai avant la fin du webinaire. Dans la continuité de cette précédente question, se pose celle de savoir s'il peut y avoir une rétroactivité sur le paiement des 1 euro supplémentaire Egalim, parce que la collectivité ne savait pas qu'il y avait un avenant à joindre. Alors non, là par contre, il n'y a pas de rétroactivité. Ça part à partir du moment où, comme je le disais à l'instant, là, l'avenant est co-signé, est contre-signé par l'ASP. Donc non, il n'y a pas de rétroactivité. Très bien. Et concernant les communes qui bénéficient déjà du dispositif et dont la convention triennale arrive à échéance, doivent-elles redéposer une convention via le site de l'ASP pour la reconduction? Oui, effectivement, vous devez redéposer une convention. Vous devez également déposer à nouveau la délibération, puisque l'ASP va vérifier que vous êtes toujours, que la délibération qui met en place la tarification est toujours conforme, parce que bon, l'ASP pourrait, vous pourriez très bien avoir changé de tarification entre-temps. Donc, l'ASP va à nouveau vérifier d'abord que vous êtes toujours éligible aussi, hein, à la DSR péréquation. Parce qu'il y a des communes la liste varie en général assez peu d'année en année, mais il y a quand même quelques communes qui ne sont plus éligibles d'une année sur l'autre. Donc, en fait, l'ASP va refaire quasiment le même travail comme la première fois de vérification de l'éligibilité. Donc, oui, et tout ça se fait de la même manière que si vous étiez un nouveau dans le dispositif. La question suivante porte sur la période, c'est-à-dire le mois de l'année auquel il faut demander le quotient familial. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en général, c'est septembre, hein, ou la fin. En général, la plupart du temps, c'est septembre ou fin août, quand les communes sont déjà des contacts avec les parents. Voilà, comme ça, dès le début de l'année, l'information est donnée, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on considère que si vous l'avez demandé une fois dans l'année, c'est suffisant. Merci. Une question, est-ce qu'il est possible de faire 3 tranches de quotient familial avec 3 tarifs différents ou avec 2 tarifs différents? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la question est suffisamment claire? Ça veut dire qu'il y aurait 3 tranches, mais 2 tranches auraient le même tarif? Non, là, on va considérer que c'est pas conforme, parce que c'est une façon de tordre un petit peu notre règle, et qu'en fait, ça revient à avoir 2 tranches, en tout cas, si j'ai bien compris la question. Donc, si c'est ça le scénario, la réponse est non. Il faut vraiment qu'il y ait 3 tranches avec 3 tarifs différents. Si je n'ai pas posé correctement la question, n'hésitez pas à la clarifier dans le chat ou à lever la main pour la poser de vive voix, bien entendu. Une question qui est assez prégnante, je pense, hein, sur est-ce qu'on a une idée de la poursuite du dispositif au-delà de 2027?
puisque la fin Alors, annoncée du oui, programme freine certaines communes à s'engager. oui, je peux comprendre. Alors, non, je suis bien dans l'incapacité de vous dire si ça perdurera après 2027. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que bon, vous savez que depuis l'année dernière, on a, avec les annulations de crédit au niveau national, etc., on a eu plusieurs, enfin, il y a eu plusieurs, comment dire, plusieurs moments où le dispositif a été requestionné parce que, comme je vous l'ai dit, bon, voilà, c'est quand même des gros montants, ça coûte cher à l'État et systématiquement, Bercy vient vérifier que, qu'il n'y aurait pas des économies à trouver là. Et on a comme ça eu plusieurs moments où on a été questionné sur ce dispositif et à chaque fois, il y a eu, enfin, en fait, ça n'a jamais été très loin. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les différents ministres des solidarités, parce que vous savez qu'on en a eu plusieurs depuis 2024, ou fin 2023, systématiquement, le dispositif est considéré comme, à la fois pertinent évidemment, très utile pour les collectivités, qui sinon n'auraient pas mis en place la tarification sociale et voilà et une manière de soutenir, à la fois les collectivités, ça a des bénéfices, sur les enfants, sur le budget des familles donc voilà, très vite, en général, Bercy bat en retraite, si je puis dire, et considère que, voilà, que le dispositif peut continuer. Et d'ailleurs, voilà, je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais chaque année, le budget du dispositif augmente, hein, et de manière significative à chaque fois. Donc, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un dispositif qui fait ses preuves et qui n'a jamais vraiment été menacé. Après, bon, voilà, je ne peux pas présager de ce qui se passerait plus tard, mais voilà déjà ce que je peux vous dire sur le contexte, en tout cas, de ces 2 années avec qui ont été quand même, qui sont très, très compliquées budgétairement. Le dispositif a été préservé. Merci. Une question, un cas particulier. Pour une convention qui se termine, pardon, en décembre 2025, pouvons-nous la renouveler jusqu'en 2027? Alors c'est une bonne question, je l'avais pas encore eue. Il faudrait que j'en discute avec l'ASP. 2 solutions, soit elle va vous faire une convention uniquement sur l'année 2026-2027, soit effectivement incluant l'année 2028, mais avec une mention qui indique que c'est sous réserve que le dispositif soit maintenu, et cetera. Bon, à minima, vous pouvez renouveler pour 2026-2027, ça c'est sûr. Voilà, après, est-ce que vous aurez une année supplémentaire sous réserve? Ça, je me le note aussi. Très bien. Et puis, avant-dernière question, avant qu'on passe au sondage, si la commune a plusieurs tranches de caution familiale inférieures à 1 000 euros, y a-t-il l'obligation, pardon, de facturer les repas de l'ensemble des tranches à 1 euro? Alors attendez, est-ce que vous pouvez répéter? Ah, attendez, je l'ai dans le chat, je vais la relire. Donc plusieurs tranches de QF inférieures à 1 000 euros. Non, non, Alors, alors, Madame non. Servant Sandrine lève la main, je vais peut-être la D'accord. laisser Ouais, OK. préciser. Allez-y, j'ai activé votre micro. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai peut-être pas été très précise non plus. En fait, je me posais la question de savoir si on a plusieurs tranches inférieures à 1 000 euros, est-ce qu'on a l'obligation de faire des tarifs qui soient inférieurs à 1 000 euros ou à 1 euro ou égal à 1 euro? Parce que je vois que dans le premier tableau qui est sur la gauche, la tranche 3, par exemple, donc serait éligible à la tarification à 1 euro, mais elle est à 2,91 €. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut se permettre, enfin, entre guillemets, les élus peuvent décider d'avoir peut-être 3 ou 4 tranches inférieures à 1 000 euros et avoir une tarification du repas à 1 euro jusqu'à maximum un quotient familial à 600 €, par exemple. Tout à fait. Oui, oui, D'accord, absolument. ok. On est bien sur 1 000 euros maximum. Mais comme vous le dites dans votre exemple, vous pouvez décider que ceux qui bénéficieront du tarif social, c'est les familles qui sont en dessous de 600, 400, 200. Là, c'est à vous de voir. Donc, oui, ça peut fonctionner. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Et puis, toute dernière question, comment savoir jusqu'à quand nous sommes éligibles? Alors, bah, ça, malheureusement, vous ne pouvez pas parce que donc c'est comment dire, un service du ministère de l'Intérieur qui chaque année
arrête les dotations à chaque collectivité. Néanmoins, je ne sais pas, vous pouvez faire un exercice sur les 4, 5, peut-être même 10 ans, 10 années précédentes, si vos revenus, parce qu'en fait, tout ça est basé sur les ressources que vous percevez de la part de vos administrés. Enfin, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça et je serais bien incapable de vous expliquer comment ils calculent ça. Mais tout ça est basé sur les ressources de la commune. Donc, s'il n'y a pas d'évolution particulière, il n'y a pas de raison que tout à coup, vous ne soyez plus éligible. Après, par contre, je ne sais pas si tout à coup, il y a une entreprise qui se construit sur votre territoire, que ça vous amène des revenus, les bénéfices d'une taxe particulière qu'il n'y avait pas l'année d'avant. Là, effectivement, il y a peut-être un risque que vous ne soyez plus éligible. Mais sinon, comme je vous le disais, ça évolue très, très peu. Donc, je vous encourage à peut-être faire l'exercice de regarder sur les années précédentes, si vous avez toujours été éligible ou pas, pour vous donner un peu une idée. Merci. Alors, il est déjà 12h30, donc je vais passer au résultat du sondage rapidement et ensuite je laisserai la parole à Monsieur David Marquier, qui est DGS de la mairie de Gignac. Donc, sur ce sondage que nous avons adressé à l'ensemble des communes, je simplifie en disant communes comme vous, Johanna, c'est plus simple, effectivement, à l'ensemble des communes occitanes qui sont adhérentes au dispositif, nous avons eu 104 réponses. Sur ces 104 réponses, on a 41% des répondants qui sont satisfaits, qui donnent une note de 5 étoiles, 32% qui donnent une note de 4 étoiles et puis 17% des répondants qui donnent une note de 3 étoiles. Donc, globalement, on constate une bonne satisfaction vis-à-vis du dispositif. Bien entendu, on a aussi posé la question de savoir quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées avec ce dispositif. Donc, globalement, la principale difficulté est avec l'ASP. Donc, c'est en termes de réussir à avoir un interlocuteur direct. Il est aussi remonté des difficultés avec le portail Puma qui a été mis en place en 2024, notamment sur les délais de réponse. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui ont été remontés qui vont être remontés à l'ASP par le biais de Johanna pour voir dans quelle mesure on peut améliorer le dispositif, bien entendu. Et puis, alors, je réponds rapidement à la question qui vient de se poser dans le chat. Comment se fait-il que j'ai été informée de ce webinaire via le CNFPT et non directement via le dispositif ASP? Alors, ce webinaire est organisé par Ville et Territoire Occitanie sous demande de Monsieur Éric Pélisson, qui est le commissaire régional à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Donc, c'est indépendamment, entre guillemets, de l'ASP. C'est une initiative locale que nous avons relayée au CNFPT pour nous assurer de toucher un maximum de collectivités. C'est tout simplement pour cette raison. En termes donc je reviens aux difficultés rencontrées. Donc, il y a des difficultés en termes d'accès à l'information. Et puis, en termes de difficultés de calcul du quotient familial. Donc, M. Pélisson m'expliquait hier que la CAF de la Haute-Garonne a mis en place un simulateur de quotient familial. Il pourrait être pertinent de voir avec la CAF de votre département s'ils ont un outil similaire. Et si ce n'est pas le cas, qu'ils puissent se mettre en contact avec la CAF de la Haute-Garonne pour pouvoir utiliser eux aussi ce simulateur. Donc, voilà. Dans une moindre mesure, on a pu identifier aussi des difficultés à convaincre les élus, peu ou pas de demandes des familles et puis des difficultés financières de la collectivité. Sur les réponses autres, ce qui représente 17% des réponses, il y a quelques éléments un petit peu spécifiques. L'un des répondants a souligné le fait que le dispositif est réservé aux familles les plus modestes et que dans cette mesure, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir inclure également les classes plus moyennes pour lesquelles la cantine représente une part importante de dépenses régulières des ménages. Donc ça, c'est un élément qu'on peut faire remonter également.
ou bien d'autres éléments qui… Après ça, je ne suis pas sûre que ce soit dépendant du dispositif en tant que tel, mais les logiciels de pointage de la cantine qui ne sont pas forcément performants dans ce domaine et qui rendent plus difficile l'extraction des données, même s'il existe une tarification pour d'autres prestations. Donc voilà. À la question de savoir si les collectivités répondantes ont mis en place d'autres actions à tarification au quotient familial, nous avons 23% des répondants qui ont répondu oui. Et sur ces 23%, nous avons 65% qui ont globalement mis en place des actions périscolaires. Donc, qui vont de la tarification modulée des activités périscolaires, du partenariat associatif. Typiquement, enfin, un exemple qui a été donné, c'est une opération ticket sport, une aide indexée au quotient familial pour des séjours classes de découverte ou d'autres actions sociales en lien avec le CCAS. Également des actions en termes de portage de repas aux personnes âgées ou dépendantes, ou encore des actions type centre d'animation jeunesse. Donc voilà, les actions sont assez variées. Et je ne vous ai pas mis la diapositive, pardon. Ensuite, question suivante qui a été posée, est-ce qu'il a été constaté une hausse de la fréquentation de la cantine depuis la mise en place de la tarification scolaire? Donc majoritairement, oui. Donc nous avons 57% des répondants qui ont pu constater effectivement une hausse de la fréquentation. Après, sur ce qui nous intéresse davantage, c'est savoir si il y a une hausse du nombre d'inscriptions d'enfants issus de familles défavorisées. Et là, cette hausse est plus modérée sur les 57% de répondants qui ont vu une hausse de la fréquentation. On est sur 32% des répondants qui ont vu une hausse du nombre d'enfants, d'inscription d'enfants issus de familles défavorisées. Ensuite, sur toujours la question du… Enfin, je me suis trompée d'intitulé sur… vous m'excuserez. Alors, c'est plutôt… la question ici était plutôt de savoir quels semblent… on va y arriver. On va y arriver. Quels vous semblent être les avantages de la tarification sociale? Donc, majoritairement, l'accès à au moins un repas équilibré et de qualité par jour pour les enfants. Ensuite, à 25%, l'accès à la cantine pour les enfants des familles les plus modestes. À 17%, nous avons le gain de pouvoir d'achat pour certaines familles. À 14%, et là, ça concerne plutôt les collectivités en tant que telles, elles ont pu constater une réduction des impayés. Et puis, à 14% également, on a comme effet bénéfique l'inclusion sociale des enfants, étant donné qu'on peut considérer la cantine scolaire comme un lieu de socialisation. Après, un écueil qui a été relevé est que parfois, en socialisant les enfants, on désocialise les parents pour qui avoir leur enfant qui mangeait à la maison le midi leur permettait de rester actifs quand ils sont pas forcément en situation d'emploi. Mais ça renvoie à la nécessité de faire le lien avec d'autres dispositifs de solidarité. Donc, voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur David Marquier, donc, comme je le disais plus tôt, qui est DGS de la mairie de Gagnac-sur-Garonne. Nous devions avoir également Madame Hélène Carceller de Gignac, mais qui malheureusement ne pourra pas se joindre à nous finalement. Donc, voilà. Monsieur Marquier, je vous active votre micro et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. En attendant que vous réussissiez à prendre la parole, en termes d'augmentation je vais peut-être juste revenir sur cette diapositive-là, parce que c'est un élément qui, je pense, est tout de même important de souligner. En termes de hausse, elles dépendent beaucoup du nombre d'élèves qu'il y a sur les communes en question.
sur, par exemple, une des communes répondantes avait 45 enfants de familles défavorisées inscrits en 2019, donc au début du dispositif, et en 2024 sont montés au nombre de 157 enfants. Une autre commune parle de 220 familles en 2021 et 350 familles en 2024. Ça y est, je pense que c'est bon. C'est bon, on vous entend. Donc, juste un dernier chiffre pour montrer à quel point le dispositif peut être bénéfique. Sur une commune qui est dans le dispositif depuis 2020, ils étaient à 10 enfants inscrits au démarrage et 31 en 2024. Donc, comme je le disais, ça dépend effectivement du nombre d'enfants sur les communes et qui sont inscrits, du nombre d'enfants scolarisés sur les communes en question. Voilà, avec ce petit complément, je vais vous laisser la parole, Monsieur Marquier. Allez-y. Bonjour à tous. Donc voilà, moi j'ai mis en place ce dispositif sur 3 communes depuis qu'il est en place, 2 communes de Haute-Garonne et une commune du Tarn-et-Garonne. Le poste que je l'occupe en ce moment à Gagnac-sur-Garonne m'a permis de le mettre en place depuis début 2024, et donc avec le complément Egalim aussi. J'ai une petite subtilité, Madame Bouheret. Nous, on a signé l'avenant Egalim et ils nous ont versé rétroactivement depuis début 2024. Alors, ne leur dites pas surtout, mais voilà, nous, Ok. ça a été. Voilà, voilà, donc après, s'il y a des questions précises, au niveau des difficultés, moi, je suis un petit peu à l'encontre plutôt de ce qui a été montré dans le témoignage. Je suis plutôt dans les 2% qui trouvaient que les difficultés, pour moi, à mon niveau, ça a été de convaincre les élus du dispositif. Alors, c'est une difficulté qu'on lève assez vite quand on leur fait peser le gain financier, hein. Aujourd'hui, on est plutôt tous confrontés à des marges de manœuvre financières un petit peu limitées. Et donc voilà, le gain qu'apporte le plus 3 € ou plus 4 € avec Egalim face à un repas qu'auparavant, de toute façon, on faisait payer moins de 4 €, il est vite perçu par les élus comme un avantage. Et quelle a été l'impulsion sur les communes sur lesquelles vous avez mis en place le dispositif? Pardon, l'impulsion? Oui. Est-ce que c'était davantage une demande des familles ou plutôt une volonté de la collectivité? Non, alors la première collectivité dans laquelle je l'ai mis en place, c'était, alors je ne me souviens plus comment j'avais été informé du dispositif, mais c'était entre le maire avec qui je travaillais et moi. Nous étions tous les 2 convaincus, et son équipe aussi, convaincus du dispositif. Donc après, il y a un gros travail de mise en œuvre et de réflexion sur ce que ça implique sur l'ensemble des tarifs. Il se trouve que c'était déjà une commune où il y avait une modulation tarifaire sur d'autres services liés aux écoles périscolaires et extrascolaires. Les repas étaient accompagnés cette modulation tarifaire, et on est revenu sur ces tarifs en y accolant la baisse des familles les plus basses à 1 € ou moins. Voilà. Donc voilà, c'était plutôt l'impulsion politique. Sur la 2e commune dans laquelle je l'ai mis, c'est parce que j'en ai parlé aux élus qui n'en avaient pas connaissance. Personne ne cherchait à le mettre en œuvre. Et à Gagnac-sur-Garonne, c'est un petit peu le même schéma. Voilà. Donc on va dire que dans les 2 autres collectivités, c'est une impulsion technique. Très bien. Et concrètement, les résultats pour l'impact pour la collectivité et les habitants, selon vous, quels sont-ils? Alors l'impact pour la collectivité, alors politiquement, il y a aussi un autre gain pour les élus quand même, c'est quand ils défendent le côté social de leur politique. C'est quand même aussi un attrait pour eux de pouvoir dire, voilà, quand on arrive à chiffrer le nombre de familles qui sont touchées par ce dispositif-là, de pouvoir dire, par exemple, à Gagnac-sur-Garonne, c'est quasiment 30% des familles fréquentant l'école qui sont concernées par le dispositif.
politiquement, ça peut les servir. Alors, c'est pas là-dessus qu'il faut appuyer, mais c'est aussi une manière de leur faire accepter le dispositif. Sur les familles qui fréquentaient le service cantine, globalement, on a une augmentation, nous, de familles, comme le montre pardon, le sondage. Mais c'est plus parce qu'on est en périphérie de l'agglomération de Toulouse. On est dans Toulouse Métropole, et donc c'est plus parce qu'on a de plus en plus d'installations. On n'est pas sur un nombre croissant de familles défavorisées qui s'inscrivent en cantine. Voilà. Donc c'est difficile de mesurer si ça a un impact. Très bien. Est-ce que vous souhaitez ajouter des éléments complémentaires concernant votre expérience avec le dispositif? Juste un conseil, parce que ça a été un des sujets, c'est de bien vérifier son éligibilité avant de faire le travail. Voilà, donc la liste, effectivement, dont parlait Madame Bouéré, qui était en ligne sur l'ASP. Moi, j'ai eu à téléphoner à l'ASP parfois, et je dois dire que j'ai jamais eu trop de difficultés à avoir un interlocuteur. C'est un petit peu aussi à l'encontre de ce qui a été montré tout à l'heure. Mais donc, ils ont pu répondre à chaque fois sur chacune des collectivités, oui, voilà, avoir une confirmation de l'ASP comme quoi on est éligible avant de mener le travail de fond sur la grille tarifaire. Je pense que c'est quand même le préalable. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que dans le chat, parmi les présents, vous avez des questions pour Monsieur Marquier? Et si ce n'est pas le cas dans l'immédiat aussi, sachez que vous pouvez m'adresser vos questions par mail afin que je les fasse remonter à Madame Bouéré et au commissaire et voir dans quelle mesure nous pouvons y apporter une réponse. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je vous remets mon adresse mail dans le chat. Et dans tous les cas, vous serez également destinataire de l'ensemble des supports de présentation d'ici quelques jours et de la rediffusion de ce webinaire. Si pas de questions, certaines communes parlent d'une difficulté à obtenir le paiement. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Je pense que cette question est plutôt à direction de Johanna. Oui, alors c'est vrai que, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, souvent en début d'année, le processus classique de versement des crédits de l'administration centrale, etc., est un peu long. Et en plus, là, cette année, voilà, j'ai dit à plusieurs reprises, et vous le voyez sans doute au quotidien, où dès que c'est question d'argent, tout est très, très tendu. Donc, il y a eu X vérifications qui ont été nécessaires là, en ce début d'année 2025, ce qui a engendré un retard de versement des crédits par notre administration à l'ASP. Un retard qui est alors normalement inhabituel, malheureusement, qui avait déjà eu lieu en 2024 parce qu'on était déjà dans un contexte très tendu. Mais tout ça est résolu. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça en début d'année où les remboursements prennent du retard. On a eu aussi un engorgement des dossiers à partir de l'été 2024. Puisqu'en fait, je vous ai parlé de la plateforme Puma, donc tout est dématérialisé maintenant, mais avant juillet 2024, les communes passaient par mail, envoyer des documents scannés à l'ASP. Donc, il a été décidé de passer maintenant de manière dématérialisée, et ça a engendré un retard dans l'instruction parce que beaucoup de communes ont mis un peu de temps à comprendre comment on utilisait la plateforme. Il fallait envoyer voilà. Il y avait du changement, donc ça a pris un petit peu de temps. Et en fait, ça a généré les dossiers se sont accumulés à l'ASP qui n'avait plus le temps de les instruire parce qu'elle devait d'abord répondre aux communes qui les sollicitaient. Donc, c'est vrai qu'entre juillet et octobre 2024, il y a eu un engorgement parce que l'ASP était débordée, clairement. Ça s'est résolu en fin d'année, de début 2025. Et là, à nouveau, on va dire que depuis février 2025, l'ASP attendait les crédits qu'elle vient d'avoir seulement. Donc, voilà, il y a... tout ça repart dans une gestion normale, mais il y a eu, c'est vrai, des moments un petit peu où il fallait être patient. Merci. Et puis,
Dernière question, quelles sont les prochaines mesures d'accompagnement pour les communes qui veulent s'engager? Alors, je veux bien que la personne peut-être explique un peu sa question. Est-ce qu'on parle vraiment que des cantines ou est-ce qu'il y a d'autres, ça parlerait d'autre chose? Est-ce que vous pouvez lever la main, monsieur Ulrich Moussadi, afin que je vous donne la parole, de préciser votre question, s'il vous plaît, pour les cantines. Pour les cantines. Alors là, tout ce que je vous ai présenté, il n'y a pas de nouvelle évolution à envisager. Comme je vous l'ai dit, il y a eu la nouveauté, en fait, le dispositif existe depuis 2019. Bon, il a été le temps qu'il se mette en place, on est plutôt sur 2020. Donc la nouveauté principale, alors et puis en plus, je ne vous ai pas fait tout l'historique, mais à un moment, c'était uniquement 2 € qui étaient versés. Et on est passé à 3 €. On a aussi élargi l'assiette des communes éligibles, parce qu'avant, c'était les communes qui percevaient la DSR cible, qui est une autre catégorie et qui incluait moins de communes. Donc maintenant, il y a davantage de communes qui sont éligibles. On rembourse 3 €. Depuis janvier 2024, on peut rembourser jusqu'à 4 €. Donc là, à ce stade, et comme je vous ai dit qu'en plus, vu le contexte budgétaire, il n'y a pas d'évolution du dispositif possible, enfin envisagée à ce stade. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Merci, Léana. D'autres questions avant que nous puissions clôturer ce webinaire? En tout cas, si on peut faire un petit résumé rapide de tout ce qui a été dit, finalement, ce dispositif est utile à la fois aux familles et aux collectivités, avec cet aspect économie, socialisation des enfants, alimentation saine et équilibrée pour les familles pour les enfants issus de familles défavorisées, pardon. Et puis pour les communes, les collectivités, RPI, etc., la possibilité de mettre en place une égalité de traitement pour les familles défavorisées et qui permet à toutes et tous d'en bénéficier. Donc, sur les recommandations qu'on peut vous faire à notre niveau, c'est d'en parler, en fait, de ce dispositif qui gagnerait énormément à se faire connaître pour que les autres communes éligibles puissent également déposer leur dossier. Voilà. Faire de la com à la fois pour les communes avoisinantes, à la fois pour les familles, ce qui sera tout à votre honneur, finalement. Voilà. Au niveau régional, on va s'occuper de faire de la communication là-dessus. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention, pour celles et ceux qui ont pu rester avec nous jusqu'au bout. Merci Johanna, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'intervenir aujourd'hui, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis merci à Monsieur Marquier d'avoir pu témoigner de son expérience avec ce dispositif. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt.